Bonjour à ceux et celles qui viennent tout juste de se joindre à nous et celles qui étaient avec nous dans la séance précédente. Rebonjour à vous tous. Cet événement est rendu possible grâce à l'appui du gouvernement du Canada et à la collaboration des partenaires nationaux de l'ACUFC dans le dossier de la petite enfance, la Commission nationale des parents francophones, la Fédération nationale des conseils scolaires francophones, le Réseau de développement économique et d'employabilité du Canada, ainsi que la Société Santé en français. Je suis Mélanie et je vais être votre animatrice pour cette séance ici et pour la durée de tout l'événement. Cette deuxième séance d'une série de 9 s'intitule Plein feu sur les mécanismes de recrutement et de rétention en Ontario, au Manitoba et en Alberta. Dans les prochaines minutes, vous allez découvrir les présentations des initiatives de la Fédération des parents francophones de l'Alberta, de l'Association francophone à l'éducation des services à l'enfance en Ontario et de la Fédération des parents de la francophonie manitobaine. À la suite de chacune des présentations, je vais pouvoir échanger brièvement avec chacune des porteuses de dossiers et à la suite des présentations, à la fin, je vais pouvoir les inviter et nous pourrons échanger. Donc, si vous avez des questions précises pour chacune ou bien de façon générale, utilisez vraiment la boîte questions-réponses tout au bas de cette application Zoom. Donc, sans plus tarder, allons voir la première présentation, celle de la Fédération des parents francophones de l'Alberta. Bonjour, je m'appelle Mireille Péloquin, je suis la directrice générale de la Fédération des parents francophones en Alberta. Je suis ici aujourd'hui pour vous parler de notre projet avec la CUFC. Et vraiment, il y a deux volets à notre projet, stratégie de recrutement et appui en formation. Alors, la Fédération des parents, notre mandat est de représenter, outiller et rassembler les parents francophones en Alberta. On a développé en 2016 un département de la FPFA qui s'appelle aujourd'hui Horizon. Ce département est une entreprise sociale de la FPFA et dans cette entreprise-là, on soutient plus que 28 programmes de garde et présentement 4 milieux familiales. L'objectif du département Horizon, c'est de soutenir les centres de garde francophones en Alberta dans tous les aspects, dans tous ces aspects. Comme j'ai mentionné, il y avait vraiment deux volets à notre projet. Le premier, c'était le recrutement et la rétention de main-d'œuvre. Et le deuxième volet, c'était vraiment de créer une culture d'amélioration continue. Alors, qui est vraiment relié à de faire augmenter la qualité de nos services. Pourquoi qu'on a mis en place cette initiative? Ben, c'est parce que le besoin était là. Le besoin était en main-d'œuvre. On avait aussi besoin de main-d'œuvre qualifiée. Et en plus, nos gestionnaires de nos différents centres et programmes avaient besoin aussi d'appui au niveau de développement professionnel de leurs équipes, tout en tenant compte de nos ressources qui sont limitées, d'être capable de faire avec ce qu'on a. Alors, notre initiative, plus en détail, avait vraiment comme à peu près 5 aspects. Il fallait libérer le personnel qui puisse poursuivre leurs études. On voulait aussi offrir de la formation continue aux gestionnaires, quelque chose qui n'existe pas. On peut poursuivre nos études en petite enfance, mais en termes de gestionnaire, il n'y a pas vraiment de formation de ce niveau-là. Embaucher des personnes, comme il fallait embaucher du monde pour remplacer ceux qui ne sont pas disponibles pour être avec les enfants, qui puissent poursuivre leur formation. Quand tu es en formation, tu n'es pas en ratio avec les enfants. Alors, il faut trouver du monde pour remplacer. Alors, comment qu'on fait pour offrir un service de garde tout en offrant du développement professionnel au personnel? On a instauré tout un système de remplaçants. On appuie aussi nos gestionnaires dans la planification de stratégies des ressources humaines
et de l'élaboration de plans de développement professionnel. Comment que ça s'est déroulé, notre initiative? C'est qu'on était partout sur les médias sociaux. On a mis en place un plan de marketing. On a participé à des foires. On a dirigé des demandes de stage vers les demandes d'emploi. Et on a organisé des communautés de pratique avec nos centres. Nos partenaires qui étaient clés étaient la CFA de Plamondon, surtout le centre collégial et nos centres, la SPEF de Canmore, les petits trésors de Brooks, les petits cailloux et le CEP. Nos défis dans notre projet étaient surtout les manques de candidatures pour les régions à l'extérieur des grands centres. On avait des barrières aussi d'accès aux formations. Beaucoup de nos employés ou des employés en petite enfance ne connaissaient pas le fonds de développement professionnel qui était disponible, ne connaissaient pas les formations qui étaient disponibles pour avancer dans leur carrière. On avait aussi un défi de retenir nos intervenants qui étaient qualifiés. Alors ça a demandé des stratégies importantes. Quels étaient les principaux impacts de notre initiative? Les principaux impacts étaient vraiment, si on regarde, 55% de nos intervenants ont obtenu un niveau 2 ou 3 en petite enfance. On a vu le niveau de qualification augmenter durant ces années-là, parce qu'on guidait vers le développement professionnel. Alors, il y avait plus d'intervenants qui ont avancé dans leur carrière. 93% trouvent que leur travail quotidien leur permet d'élargir leurs compétences, qui est excellent quand tu penses à une profession. Alors, 86% de nos professionnels sont fiers de travailler. On a recruté quand même 50 intervenants à travers de cette période. On a tenu 30 communautés de pratique, qui est énorme. On était partout sur les médias sociaux. On a accueilli environ 66 stagiaires. Plus de 150 communautés de pratique ont été fournies et on établit et maintient un enrichissement de relations de confiance avec nos intervenants. Les retombées sont, on a une main-d'œuvre qui est beaucoup plus stable et on attire et on retient plus d'intervenants francophones. On valorise, la valorisation du métier est beaucoup plus élevée. On a stabilisé, le taux de rétention c'est augmenté ou a resté pareil. On est capable de garder des employés. Et en dernier, c'est la qualité de nos services qui est à la hausse. Vous pouvez trouver plus d'informations sur notre site web. Le code QR ici vous amène à notre site Horizon où vous trouvez toutes les informations. La personne ressource chez nous, c'est Salma Adri. Elle peut être rejointe à rh@fpfa.ab.ca. Merci. Une autre belle initiative qu'on peut voir. Bonjour, Madame Adri, je vais vous inviter à ouvrir votre micro. Votre collègue, Madame Péloquin, vient de présenter un super projet novateur pour le recrutement du personnel éducateur ainsi que l'appui en formation. C'est une très belle initiative, vous devez être tellement fiers. Ma première question pour vous, là, selon votre expérience, comment encourager l'implication de vos membres au sein de communautés de pratique? Parce qu'on a vu un très grand nombre, vous avez eu 30 communautés de pratique pour l'ensemble, mais vous avez fourni 150 communautés de pratique, c'est énorme. Donc, c'était quoi l'ingrédient secret là, pour les inciter à pratiquer?
Bonjour Mélanie, donc je suis Selma Hadri, la responsable des ressources humaines de la FPFA. Donc je représente aujourd'hui la Fédération des parents francophones d'Alberta. Donc justement, comme ma collègue a précisé, on a eu beaucoup de communautés pratiques qui ont été déployées, animées justement et offertes à nos professionnels. Donc tout d'abord, nos professionnels étaient déjà vraiment conscients de l'importance de ces communautés pratiques et vraiment le rôle que ça joue dans leur développement professionnel. Il faudra aussi mentionner qu'ils étaient très motivés avant, parce qu'on n'avait pas ce financement avant qui nous permettait justement de les faire sortir et avoir des remplaçants. Donc, ils étaient déjà motivés, épanouis justement pour recevoir ces communautés. Ça fait 50% du travail, c'est la motivation. Et les 50 justement restantes, c'est vraiment à travers la communication interne. Donc, on favorise toujours la communication interne avec nos employés, justement pour leur donner le choix des sujets, les thèmes des ateliers qu'on organisait. Et aussi, on optait pour des formations qui sont plus participatives, donc qui incluent un dialogue et un échange qui est très actif entre l'équipe pédagogique qui animait ces communautés pratiques et les professionnels, ce qui constitue vraiment une expérience d'apprentissage pour tout le monde. Puis est-ce que ces communautés de pratique-là ont tous été offertes en virtuel ou vous Non, n'aviez sur place aussi? c'était sur place. Vraiment, on a des formations pour nos coordonnateurs et des communautés qui sont en ligne, mais vraiment, nous, notre objectif, c'est vraiment avoir cette interaction physique avec nos professionnels. Donc, on optait toujours justement pour des communautés qui sont présentielles. Ouais, excellent. Ça doit tellement les motiver là, quand ils voient le résultat, puis aussi de partager l'expérience. Vous aviez des professionnels, puis elles qui sont sur le terrain ou des éducateurs qui sont sur le terrain, qui peuvent vraiment apporter des situations qu'ils vivent, puis de se sentir écoutés aussi, puis de Exact. voir quelles bonnes pratiques utiliser ou comment mieux Mhm. s'équiper en tant que personnel éducateur. Je serais curieuse, quels sont les enjeux, mais aussi les bonnes pratiques en ce qui a trait au système de remplacement des professionnels en formation? Mhm. C'est une bonne question. On a rencontré plusieurs difficultés pendant ce processus, mais en fait, comme ma collègue avait précisé avant, on oriente toujours nos employés justement pour suivre des cours, pour se développer professionnellement et avoir appliqué pour le niveau 2 ou niveau 3 en petite enfance. Ça, on le fait pour nos employés qui sont permanents, nos professionnels, mais on le fait aussi pour nos remplaçants. Donc justement, ils s'inscrivent à des cours et la plupart du temps, l'enjeu qu'on avait, c'est qu'ils n'étaient pas disponibles. C'est l'indisponibilité des remplaçants parce qu'ils ont d'autres engagements ou ils ont des cours à suivre. Mais la bonne chose, ou bien les bonnes pratiques, c'est que on essayait justement en collaboration avec l'équipe pédagogique et avec la coordonnatrice du centre, c'est de choisir et de planifier ces communautés pratiques dépendamment des disponibilités des remplaçants. Et je tiens aussi à préciser qu'on recrute vraiment constamment des remplaçants. Je pourrais vous dire qu'on recrute de 3 à 4 remplaçants par mois, ce qui nous fait toujours ce qui nous fait toujours une liste qui est très remplie de suppléants. Et on a toujours justement du potentiel pour éviter genre de telles situations et avoir toujours des personnes qui sont là pour remplacer nos professionnels. Hmm. Quel est, je t'écoute, Madame Audrey. Il y a tellement une pénurie de personnel active là, sur le terrain. Là. C'est quoi votre Mhm. recette magique d'aller recruter 3 à 4 personnels suppléants pour ajouter à votre liste? La recette, je pense qu'il n'y a pas de recette vraiment magique, mais c'est vraiment déjà, nous, on est dans une communauté qui est très minoritaire, la communauté francophone. Donc, vraiment, il y a beaucoup de bouche à oreille. Il y a des employés ou des remplaçants qu'on recrute et du coup, qui partagent aussi leur expérience avec leurs entourages. Et aussi, lorsqu'on a des offres d'emploi, ben, on essaie comme ma collègue a cité avant, on essaie vraiment d'être toujours visible sur les réseaux sociaux, soit sur nos pages Facebook, ou sinon on partage en fait nos offres d'emploi avec les autres organismes comme Accès Emploi, ou sinon on participe vraiment toujours activement à des foires d'emploi. Et aussi, ce qui nous a aussi aidé, c'est que on accueille beaucoup de stagiaires de la part du campus, donc des stagiaires qui sont déjà inscrits
où ils sont inscrits déjà au niveau 2 ou bien le niveau 3. Donc, ils ont aussi du temps libre pendant leur journée et ça leur fait comme du travail à temps partiel. Ils font de la théorie genre à l'école et aussi ils peuvent pratiquer au niveau de notre organisme. Donc, c'est vraiment... C'est vraiment une belle pratique, celle-là. Donc, je suis certaine qu'il y a plusieurs personnes qui ont pris note. Si vous avez des questions directement pour Mme Hadri et voir un peu comment est-ce que ça se fait, ce recrutement actif sur les réseaux sociaux et auprès de différents campus, n'hésitez pas à lui écrire. Son adresse courriel est directement dans la boîte de clavardage. Donc, merci, Mme Hadri. On se retrouve à la fin de ce webinaire pour discuter ensemble avec les autres panélistes. Merci. Donc, sans plus tarder, allons regarder la prochaine présentation, celle de l'AFCO. Aujourd'hui, j'ai le privilège de faire la présentation concernant notre projet Valorisation et formation initiale en petite enfance en Ontario. Je suis Martine Saint-Onge, je suis la directrice générale de l'AFCO, qui est l'Association francophone à l'éducation des services à l'enfance de l'Ontario, et je suis accompagnée par ma collègue Chantal Vaillancourt aujourd'hui. Donc, pour vous présenter notre initiative qui comporte 2 volets, toujours en vue de valoriser la profession d'éducateur-éducatrice en petite enfance, on a choisi de faciliter le parcours du personnel éducateur non formé à aller obtenir leur diplôme en formation initiale en petite enfance, mais également d'accompagner les gestionnaires de ces mêmes étudiants-là pour faire le point sur leurs pratiques liées à la valorisation de la profession, éventuellement les accompagner et améliorer leurs pratiques. Donc, le premier volet a consisté à appuyer les employeurs pour leur permettre de payer le remplacement qui visait à libérer le personnel éducateur qui, eux, allaient aux études à temps partiel et continuaient à travailler à temps partiel au centre, et ceci en bénéficiant de leur salaire à temps plein. L'autre volet consistait à accompagner les employeurs à l'aide d'un tableau de bord, qui est un outil de gestion qui nous donne des indicateurs de mesure pour, d'une part, au début de l'initiative et à la fin de l'initiative. Donc, pour ce tableau de bord, donc, c'était de recueillir des informations avec cet outil-là pour ensuite former l'équipe de facilitation pour l'utilisation du tableau de bord et pour appuyer le personnel éducateur et ainsi que les gestionnaires sur le climat de travail. Donc, ces 2 initiatives-là ont été mises en place parce que le secteur vit une pénurie sans précédent de personnel éducateur, et ceci implique du personnel éducateur formé, c'est-à-dire éducateur, éducatrice de petite enfance inscrite à l'ordre. Alors, on devait augmenter le nombre de personnels formés, mais également accompagner les gestionnaires parce que dans le secteur de la petite enfance, les gestionnaires doivent être EPEI, donc inscrits à l'ordre, mais n'ont pas nécessairement besoin d'avoir une formation en gestion. Donc, souvent, ils se retrouvent en poste de gestion sans avoir tous les outils requis pour faire leur travail, particulièrement en lien avec la valorisation. Pour ce qui est du volet de l'obtention de diplôme, c'était de faciliter le parcours du personnel éducateur non formé à obtenir plus rapidement, sans compromettre la qualité de leur diplôme, et ceci en les libérant de leur travail au quotidien à temps partiel pour pouvoir aller suivre les cours ou faire les devoirs. Donc, ça, c'est pour la partie de premier volet, si on veut. Et ensuite, à appuyer les employeurs pour trouver du personnel remplaçant en faisant des activités de recrutement pour eux et en leur donnant des outils pour mieux le faire. Et puis, suite au tableau de bord, donc, on a pu voir des diagnostics qui ressortaient de ça. Donc, on a formé une équipe de facilitation et pour justement apporter les prises de conscience et les réflexions du personnel de gestion
en lien avec la pratique de la valorisation. On a aidé aussi à construire les compétences du personnel pour les postes de gestion, pour la valorisation encore une fois, et la rétention également. On a aussi accompagné la mise en place d'un meilleur climat de travail qui valorise le personnel éducateur, donc beaucoup d'emphase sur la valorisation. Puis, pour terminer avec une conception avec l'outil diagnostic des pratiques liées à la valorisation par le biais de l'état des lieux du climat de travail au sein des centres de la petite enfance. Donc, pour arriver à nos fins, on a dû établir des partenariats de collaboration, entre autres avec les collèges, les 2 collèges francophones, la Cité Collège Boréal, et aussi avec des organismes qui facilitent le financement du parcours académique. Mais aussi, on doit remercier grandement les employeurs qui se sont engagés dans ce processus, quand même à moyen et long terme pour certains, et de faire les efforts pour trouver du remplacement, toujours dans le cadre, il ne faut pas l'oublier, d'une pénurie importante de personnel, donc pour permettre au personnel qui retournent à l'école d'avoir du temps pour poursuivre leur parcours académique. Les défis, si vous vous rappelez, quand le financement a débuté, on était au tournant de début de la pandémie, donc avec tout ce que ça a comporté pour le secteur des fermetures de centres, des fermetures de groupes, du personnel de gestion qui devait aller remplacer auprès des enfants, beaucoup de défis de détails, des processus qui n'étaient pas encore là, qu'il a fallu créer, donc s'assurer de travailler main dans la main avec les partenaires et avec les employeurs. Ça nous a permis de contrer ces défis. Pour le parcours gestionnaire, lui aussi avait ses propres défis. Donc, les gestionnaires devaient compléter le sondage qui nous donnait le portrait de l'organisation. Donc, il y a certains fournisseurs qui n'ont pas accepté de remplir le sondage pour différentes raisons. L'autre aspect aussi, c'était la charge de travail. Donc, c'était difficile de libérer le superviseur et la direction pour se déplacer physiquement pour l'offre de formation du parcours gestionnaire. Malgré les défis rencontrés, les impacts ont été importants. Il y a eu évidemment l'inscription de personnels éducateurs non formés à la formation initiale. Il y a eu des diplômés qui sont issus, qui ont terminé le parcours. Il y a aussi la formation et l'accompagnement de gestionnaires. Et dans les sondages qu'on a effectués, la satisfaction des gens formés et accompagnés était vraiment au rendez-vous. Mais aussi, c'est l'utilisation d'outils diagnostiques et de mesures. Et finalement, aussi des foires d'emploi ont été organisées et offertes aux employeurs pour leur permettre de trouver du personnel éducateur en remplacement. Comme je l'ai dit un petit peu avant, les stratégies pour surmonter les défis, c'est de travailler vraiment main dans la main avec les employeurs, les accompagner quand ils rencontraient des défis à remplacer. On était là pour trouver avec eux des solutions pour faire des foires d'emploi. On a travaillé aussi beaucoup avec les collèges pour amoindrir les détails, pour qu'ils soient rendus visibles, pour accompagner les étudiants dans leurs défis aussi technologiques, entre autres, parce que la formation était essentiellement virtuelle. Donc, l'accompagnement s'est avéré être un moyen incontournable pour surmonter les défis. On a dû aussi ajuster les modules du parcours gestionnaire pour étayer le continuum d'apprentissage des personnes participantes. On a réalisé qu'il y avait des besoins que notre parcours ne répondait pas nécessairement. Donc, la formation, on a dû reculer pour reprendre et puis de repartir avec les bases communes pour chacun. Puis dans plusieurs cas, le personnel éducateur, dans les rôles pédagogiques, transfère
dans leur rôle de gestionnaire. Donc, la courbe d'apprentissage n'est pas facile pour eux. Donc, c'est pour ça la réévaluation du parcours gestionnaire et les incontournables du parcours. Donc, on a tout réajusté ces modules. Donc, les retombées pour les communautés francophones ont été importantes parce que qui dit plus de personnel formé dit des services qui continuent à être offerts, des services qui ne ferment pas. Donc, pour les familles, il y a une retombée importante. Pour le personnel éducateur, ça leur a permis d'avoir des diplômes. Et surtout pour les gestionnaires, certainement de les outiller, mais aussi de leur offrir un filet de sécurité, un réseau. Quand on rencontre des défis dans le quotidien, il y aura toujours ces personnes-là avec qui on fait un parcours d'1 an qui seront toujours disponibles pour trouver des solutions avec eux. Pour plus d'informations sur le parcours gestionnaire, vous pouvez retrouver le rapport sur notre site web. Ainsi que plus d'informations sur le projet comme tel. Vous pouvez vous rendre sur notre site pour en savoir plus. Merci. Merci pour cette belle présentation à toi et ta collègue, Martine. Vraiment, c'est un beau projet de valorisation du personnel éducateur. C'est d'une grande importance ici en Ontario et ailleurs dans d'autres provinces. Ça va vraiment permettre de favoriser la rétention chez le personnel. Puis vraiment, les impacts que vous avez mentionnés sont très, très bien. Là, on a vu quand même des hauts pourcentages par rapport aux inscriptions, puis la participation, les gens étaient motivés. 95% quand même des employeurs ont répondu à l'appel. Donc, c'est très, très intéressant comme impact. Moi, je voudrais voir, selon toutes vos expériences, quels sont les ingrédients à succès qui permettent vraiment de mettre de l'avant lors de la création de formations et qui stimulent vraiment les relations, le réseautage là, à long terme entre les apprenants et apprenantes. Merci pour la question, Mélanie. En fait, ce qu'on apprend à offrir souvent des formations, c'est que chaque adulte est unique dans son apprentissage. Alors, si on réussit à créer un espace sécuritaire pour les participants, et ça, peu importe où l'apprenant est rendu dans son parcours, où il sent qu'il peut contribuer, où il sent qu'il peut être écouté, et où il sent qu'il peut amener ses défis, qui est propre à sa situation, à son contexte, et que tout le monde travaille à trouver des solutions ou des pistes, certainement de solutions. C'est le sentiment d'avoir vraiment des gens sur qui on peut compter. Entre autres, quand on est dans une position de gestionnaire, on est de la masse de notre équipe. Alors, il n'y a pas plusieurs personnes dans les organisations qui sont dans des postes de gestion. Alors, souvent, on se sent isolé dans notre rôle, mais aussi, si on fait partie d'une plus grande organisation, ben, c'est que c'est la culture de l'organisation, c'est les pratiques de l'organisation. Donc, on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Alors, si on n'est pas en contact avec d'autres genres de pratiques, s'il n'y a pas personne qui peut nous orienter vers d'autres façons de faire ou une lecture différente de notre contexte, ben des fois, c'est difficile d'avancer ou c'est facile de se décourager puis de dire « je vais jeter la serviette parce que là, je suis épuisée, j'en peux plus, je trouve pas de solution. » Donc, ce qu'on réalise, c'est que quand les formations sont conçues pour laisser une place aux participants de mettre sur la table ses propres enjeux et de permettre cet échange-là, puis ma collègue précédemment parlait de communauté d'apprentissage, mais le parcours qu'on a mis en place pour les gestionnaires est un mélange d'ateliers, d'accompagnement, de toutes sortes de façons d'apprendre, des exercices pratiques, des plus théoriques s'il y en a qui préfèrent aller dans ce sens-là d'apprentissage. Donc, mais toujours basé sur une situation concrète qu'on vit quotidiennement, mais aussi accompagné par des gens qui connaissent cette réalité-là. Parce que être gestionnaire dans le secteur de la petite enfance, en c'est un contexte. Donc, oui, on peut être de toutes les parties du pays, de la province, mais puis chaque contexte est unique. Mais il en demeure pas moins qu'il y a des liens
à tisser entre le fait d'être en position de gestion, et ce, peu importe où on œuvre, en petite enfance, francophone minoritaire. Ça comporte des enjeux et des défis communs sur lesquels on peut s'appuyer pour continuer, même quand la formation n'est plus là, à garder ce réseau-là actif et à avoir un accompagnement. Tout à fait. Puis, peu importe, comme tu l'as mentionné, tu sais, en tant que gestionnaire, souvent, on arrive dans le milieu, on est éducatrice ou éducateur, et un manque de superviseur, on fait le superviseur et ensuite, on devient gestionnaire. Donc, ça en fait beaucoup. Puis, durant la pandémie, on a vu que souvent, les gestionnaires ont retourné sur le terrain, sur le plancher avec les enfants. Comment vous avez jonglé vraiment avec les horaires de ces gestionnaires-là pour pouvoir réussir à les accompagner puis leur offrir de la formation? En fait, il n'y a pas de baguette magique. C'est une adaptation de tous les jours. Mais en fait, c'est que ce parcours-là de gestionnaire était composé quand même d'accompagnement aussi individuel. Donc, ça nous permettait de vraiment s'adapter en fonction de l'horaire de chacun. Et si, par exemple, dans le groupe, on acceptait d'enregistrer un atelier ou des conversations pour que les gestionnaires puissent les regarder, mais comme on l'a vu dans la présentation, ça a quand même été une adaptation à toutes les étapes de ce parcours-là. Parce qu'il n'y avait pas de solution miracle, puis il n'y a pas non plus de parcours unique qui fait à tout le monde, parce que le contexte actuel, puis tu l'as si bien dit, on se dit, oui, demain, je vais être là, on se lève le matin, il n'y a pas personne dans mon groupe bambin, je suis obligée d'être sur le plancher. Donc, il n'y a rien qu'on peut faire, là. C'est d'abord le service. Puis on l'a vu ça. Mais à quelque part, on se donnait des moyens pour essayer de raccrocher ces personnes-là à différents moments ou en accompagnement individuel pour permettre justement qu'ils puissent continuer à rester accrochés à ce réseau-là puis à la formation. C'est vraiment intéressant, tout le support individuel, parce que c'est important. Toutes les situations sont différentes. Puis en plus d'avoir l'option de réseauter, fait qu'on se sent moins seul, chacun chez nous. On peut voir les bonnes pratiques comme les défis, puis on se sent moins seul. Donc, bravo à Mme Saint-Onge pour cette belle initiative. On se revoit à la fin. N'oubliez pas, si vous souhaitez poser des questions directement, vous pouvez le faire dans la boîte questions-réponses. Vous pouvez également communiquer directement avec la FCO. Le courriel va être dans la boîte de clavardage sous peu. Donc, sans plus tarder, allons voir la troisième présentation ici, celle de la Fédération des parents de la francophonie manitobaine. Bonjour tout le monde, chers participants. C'est avec plaisir que je vous parle de notre projet Exploration d'un système de gestion du développement professionnel en jeune enfance, initié par la Fédération des parents de la francophonie manitobaine, dont je suis la directrice générale. Bonjour, mon nom c'est Brigitte Lheureux et je suis contente de présenter avec vous aujourd'hui. Alors, notre initiative, c'était d'explorer de nouvelles façons de structurer, de gérer et de livrer des activités de développement professionnel à la Fédération des parents. Comme historique, ça faisait plus de 20 ans qu'on fait du développement professionnel, des formations continues au sein du secteur de la jeune enfance. Et puis maintenant, post-pandémie, on voulait voir s'il y avait d'autres façons ou des façons plus structurées de faire cette offre-là. Et en faisant ça, on voulait vraiment soutenir la professionnalisation du secteur francophone. Et puis, se prendre un appui sur une vision vraiment clarifiée des besoins du personnel éducateur et des leaders gestionnaires dans ces services. Alors, pourquoi ce projet exploratoire? Bien, tout d'abord, on voulait soutenir l'implémentation d'un tout nouveau programme éducatif qu'on a lancé en octobre 2021. Le programme éducatif a le titre de « Un brin plus loin », qui a été vraiment pensé par et pour les francophones. Évidemment, on veut répondre aux besoins du secteur en matière de développement professionnel continu, puis on veut vraiment que ça soit en complémentarité avec la formation initiale qui est offerte ici au Manitoba à travers de l'Université Saint-Boniface et l'École technique professionnelle. On veut valoriser le développement professionnel continu et l'engagement du personnel et des leaders gestionnaires dans l'enrichissement de leurs compétences. Et on veut s'adapter aux réalités changeantes, surtout post-pandémie, aux défis liés à la croissance du secteur et ce qu'on connaît tous, la pénurie du personnel qualifié,
Puis on voulait vraiment se miser beaucoup sur le web en pensant à le futur du développement professionnel au Manitoba. Alors, nous avons exploré les éléments suivants. On a vraiment, évidemment, regardé les besoins du secteur de la jeune enfance en matière de développement professionnel continu. Alors, on voulait voir quel genre de contenu, quel genre de format, quel genre de rythme qu'ils cherchaient. On cherche vraiment des pistes d'innovation dans l'offre de développement professionnel continu. Comment est-ce qu'on peut innover dans ce domaine qu'on fait depuis très longtemps? Comment est-ce qu'on peut faire autrement? On voulait voir à quoi pourraient ressembler des parcours spécifiques de développement professionnel au lieu d'un buffet de formation par ici et par là. Et puis, on voulait vraiment explorer les différentes plateformes de web, les différentes plateformes web de gestion et de livraison de la formation qui pourraient appuyer cette nouvelle offre de développement professionnel. Alors, ce qu'on a fait, essentiellement, première étape, toujours, on a lancé un sondage web auprès du personnel et des leaders dans le secteur de la jeune enfance. Ensuite, on a repris ces données, puis on a fait des activités d'interprétation collective des résultats avec les gestionnaires et avec une table qui réunissait des partenaires du secteur. On a développé un cadre pour la conception des activités de développement professionnel, c'est vraiment nous encadrer qu'est-ce qu'on veut faire dans le futur. On a passé au développement de concepts de parcours de développement professionnel continu et un plan détaillé de différents parcours. Alors, on voulait vraiment mettre en marche des parcours spécifiques, alors de nombreux ateliers qui mènent à vraiment développer des compétences spécifiques. Et puis, évidemment, il fallait faire une analyse de plusieurs plateformes web de gestion et de livraison de la formation, et puis des recommandations pour guider notre choix. Alors, les forces dans la réalisation de ce projet, c'était vraiment la table de partenaires préexistante. Alors, depuis la coalition, depuis 20 ans de la coalition, on a la table de perfectionnement professionnel en petite enfance qui mobilise plusieurs partenaires du secteur qui guident la Fédération des parents et la coalition dans le choix de développement professionnel qu'on fait. Alors, cette table existait déjà. Alors, c'était vraiment un no-brainer de les avoir participé à cette exploration ici. On avait une chargée de projet qui était vraiment issue du secteur, alors quelqu'un qui avait plus de 30 années d'expérience dans le secteur. Et puis, on a, à travers nos membres, la possibilité d'échanger avec vraiment les gestionnaires du secteur. On a fait ceci lors de la conférence annuelle qu'on organise à la Fédération des parents et on a fait ça au sein d'un atelier. Et puis, on avait aussi un accompagnement externe par une ressource qui avait déjà de l'expérience de projet, semblable, et puis toujours dans un contexte contexte minoritaire. Et puis, le plus grand défi, je pense qu'on n'a pas rencontré des défis durant le projet, mais c'est vraiment de ne pas pouvoir enchaîner jusqu'à date vers la prochaine étape du développement, compte tenu de la pause de financement de la CUFC. Alors, notre projet était vraiment exploratoire, on met les bases. Là, on attend juste, évidemment, du financement pour mettre notre projet en marche. Et puis, les partenaires mobilisés dans le cadre du projet, il y en a plusieurs. À l'Université Saint-Boniface, partenaire incontournable dans ce projet ici, la DSFM, le CDM, le réseau de direction, alors les leaders des centres d'apprentissage et, comme j'ai mentionné, la table de perfectionnement professionnel en petite enfance. Alors, les plus grands résultats de notre initiative, c'était vraiment un plan pour renouveler et apporter un brin plus loin le développement professionnel au Manitoba. Une vision clarifiée et structurée de ce que nous voulons offrir au personnel éducateur comme parcours. L'établissement de critères de qualité de la formation continue de manière à soutenir les centres d'apprentissage dans leur choix d'activités de développement professionnel. Et la recherche d'une plateforme web qui répondrait à nos besoins et soutiendrait le renouvellement de nos façons de faire en matière de développement professionnel continu. Les principales retombées de notre projet sur les communautés francophones, c'est vraiment une vision partagée par tous les partenaires communautaires en jeune enfance concernant l'orientation du développement professionnel continu
les approches à privilégier et les contenus prioritaires à intégrer au parcours offert au personnel éducateur. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Si jamais vous avez plus de questions ou voulez plus d'informations, n'hésitez jamais à me communiquer avec moi. Les informations sont sur le diapo présent. Je vous souhaite un excellent symposium. Bonne journée. Merci, Madame Leroux. Je vais vous inviter à ouvrir votre caméra et à venir me joindre sans plus tarder. Les résultats dégagés de votre projet en mode exploratoire, quand même, permettront réellement de soutenir la professionnalisation du secteur, puis on en a grandement besoin. Je ne sais pas si à ce moment ici, vous pouvez vraiment me donner un exemple peut-être concret d'un parcours professionnel que vous avez ou que vous souhaitez développer parce que vous avez quand même une vision claire, un plan détaillé. Malgré le financement, là, quel parcours pourrait être vraiment développé pour les professionnels? Mais on en a ciblé quelques-uns, et puis pour différents acteurs dans le secteur. Alors, pour les directions, les gestionnaires, on a vraiment une idée d'un leadership qualité qui comprendrait des ateliers sur l'accompagnement, l'encadrement, l'appréciation et les évaluations, le soutien à l'engagement, à la motivation, et puis le soutien à l'amélioration continue des compétences, et puis le leadership communautaire aussi. Vu qu'on est en contexte minoritaire, les gestionnaires dans nos centres sont aussi des leaders communautaires. Et puis, du côté des éducateurs, les éducatrices, alors ce qu'on appelle les éducateurs jeunes enfants niveau 2, on cherche vraiment à développer un parcours sur la planification, qui inclurait beaucoup l'observation, la documentation, l'analyse, la formulation des intentions éducatives. Il y a tout ce qui est le choix des matériels, l'aménagement, l'organisation et la rétroaction, l'évaluation pour ces éducateurs. Alors vraiment, regardez, je me souviens quand on avait fait un atelier un brin plus loin il y a très longtemps, c'est la partie peut-être la moins... tout le monde reconnaît l'importance de la planification, l'observation, la documentation, mais c'est pas peut-être le sujet le préféré. Alors, je pense que c'est celui qui fait peur, mais c'est vraiment celui qui est à la base de toutes les activités durant la journée. Ensuite, l'autre, ce serait l'intervention éducative. En tout cas, on en a à peu près 5 qu'on a ciblés et puis qu'on a commencé à pas développer, mais on a déjà prédéterminé quels seraient les contenus. C'est excellent quand même parce que vous avez commencé avec une table existante de partenaires. Vous avez réussi à avoir une vision commune. C'est quand même difficile à certains moments dans une grande communauté de rassembler tous les joueurs, les parties prenantes pour pouvoir développer cette vision qui est commune et précise à vous au secteur de la petite enfance. Comment vous avez adapté là, un peu votre approche, vos stratégies et les modes de consultation en fonction des publics cibles? Justement, je pense que notre première rencontre, c'était avec la table. Alors, il y a, comme je parlais, la table de perfectionnement professionnel en petite enfance. C'est une table qui existe depuis le début de la coalition, qui date de 2004. Alors, c'est des gens vraiment dans le secteur. Ça inclut des personnes de l'Université de Saint-Boniface. C'est une table qui s'est réunie 2-3 fois par année qui déjà validait les sessions de développement professionnel qu'on faisait auparavant. Puis quand on est venu au parcours, on a vraiment vu le buy-in dans ce genre d'évolution du développement professionnel. Alors, on a déjà... avec eux, je pense que c'était encore presque en pandémie. Il me semble qu'on s'est rencontrés de façon... je pense que c'était hybride. Pour leur lancer ça, ils étaient d'accord. Ensuite, c'était vraiment... pour avoir l'appui du secteur, il faut vraiment passer par les gestionnaires, les leaders. Alors, c'est avec eux vraiment qu'on avait eu des sessions. On a parlé du sondage. Puis, pour avoir justement un certain nombre de répondants, un sondage web, c'est important. Il faut avoir quand même des données assez quantitatives. Alors, c'est là qu'on a lancé le sondage. Mais c'est après qu'on a eu ce sondage-là, on est revenu vers les leaders pour justement analyser les données, pour voir est-ce qu'on va dans la bonne voie.
Je pense que ça prend un petit peu de qualitatif, un peu de quantitatif, mais il faut chercher que c'est quand même un domaine qui est sur le terrain. Alors, il faut approcher les gens, il faut en parler. Mais pour avoir ce genre de données quantitatives, il faut vraiment avoir un sondage web où ce que le maximum de personnes peuvent contribuer et avoir leur voix. Malheureusement, on n'aura pas assez de temps pour passer avec tout le monde dans des petits groupes. Alors, il faut vraiment un mélange des deux, puis assurer l'implication de tous dès le début. Exactement. Fait qu'à ce moment-là, tout le monde se sent partie prenante de la démarche. Ils ont l'espace pour pouvoir avoir leur voix, se sentir écoutés dans tout ça. Donc, c'est certain qu'ils embarquent à ce moment-là. Donc, merci beaucoup, Madame L'Heureux, pour votre implication dans ce projet qui sera vraiment porteur pour professionnaliser le secteur de la petite enfance. J'inviterai maintenant toutes les autres invités à me rejoindre, Mme André et Mme Saint-Onge, pour terminer ce webinaire ici sur cette grande thématique qui est fort intéressant et important aussi au niveau du Canada. Donc, en ce moment, on n'a pas encore de questions-réponses dans la boîte de questions-réponses. Donc, n'hésitez pas, nos invités sont ici pour répondre directement à vos questions. Mais j'en ai une question pour vous. Comment s'assurer que les formations mises sur pied répondent aux besoins spécifiques des éducatrices et des éducateurs en contexte francophone minoritaire? Est-ce que Martine, Madame Saint-Onge, votre micro est ouvert, je vous donne la parole. En fait, un peu comme ma collègue Brigitte disait un peu plus tôt, c'est oui de poser la question, qu'est-ce que vous avez besoin? Mais d'un autre côté, on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Alors, c'est souvent d'avoir une vision. Puis la vision, dans le cas dans notre secteur, c'est souvent notre cadre pédagogique, les meilleures pratiques selon la science. Donc, c'est aussi à la fois de viser, on sait où est-ce qu'on veut aller, on vise l'excellence, mais il faut aussi quand même poser la question à ceux qui le vivent quotidiennement. Puis ça donne deux informations. La première, oui, certainement, c'est leurs besoins perçus, mais c'est aussi pour nous une façon de savoir où ils sont rendus dans leur apprentissage. Donc, je pense que c'est un mélange de différentes façons de faire qui nous amène à vraiment cibler là où ils sont rendus, parce que, comme je le disais un petit peu plus tôt, c'est chaque individu a son propre continuum d'apprentissage. Donc, pour faire une formation, il faut commencer à quelque part puis amener tout le monde à un point qui vise l'excellence. Exactement. Puis à ce moment-là, j'imagine que vous êtes en mesure de voir les écarts qui existent entre la formation professionnelle aussi qui existe pour devenir éducateur ou éducatrice, puis de pouvoir miser sur les manques pour pouvoir offrir de la formation et de l'accompagnement. Est-ce que Mme André et Mme L'Heureux, vous souhaitez ajouter à la réponse de Mme Saint-Onge ou ça va? Est-ce qu'on peut juste répéter la question parce qu'en même temps, j'avais un petit problème au niveau de mon micro. Oui. Moi, j'étais curieuse de voir vraiment comment on est en mesure d'aller chercher un peu l'intérêt des gens dans toute la... Comment je pourrais dire? De répéter cette question-là, c'est un petit peu plus difficile de ce que je pensais. Mais comment s'assurer que la formation répond aux besoins spécifiques de notre francophonie en situation minoritaire? Okay. De notre côté, ce qu'on fait, c'est que pour s'assurer que ça répond à leurs besoins, c'est vraiment à travers des sondages qu'on réalise au niveau de la FPFA. C'est que à travers des sondages qu'on envoie à chaque fois et aussi des rencontres avec nos professionnels, justement pour qu'ils puissent identifier leurs besoins en termes de formation, parce que c'est eux qui sont justement sur place, donc ils sont mieux justement placés pour détecter leurs besoins et connaître leurs besoins en termes d'accompagnement. Donc c'est à travers ça que nous, justement, on organise nos formations et c'est ça, on les déploie pour mieux et pour offrir des ateliers, des communautés qui sont adaptées à leur situation, leur quotidien aussi, leurs besoins. Excellent. Puis, quel rôle joue le réseautage dans la rétention du personnel éducateur, surtout dans le contexte minoritaire francophone? Des fois, on est des petites communautés. Donc, comment ce réseautage-là que vous permettez puisse vraiment jouer sur la rétention du personnel?
En tant que RH, moi, je dirais que le réseautage, il joue un rôle qui est très important. C'est très crucial dans la rétention du personnel et aussi dans le recrutement, parce que, comme vous l'avez précisé, c'est une communauté qui est très minoritaire. Donc, si jamais il y a ça s'est mal passé, il y a une situation qui s'est mal passée avec un employé, ben justement, ça impacte négativement notre image de marque comme employeur. Donc, je pense que c'est très important d'avoir une bonne relation, avoir une bonne communication qui est active et un bon relationnel avec l'ensemble des employés, justement pour garder cette image positive d'employeur et avoir plus de potentiel et de candidats. Excellent. Est-ce qu'il y a quelque chose à ajouter à ce que Mme Andry a mentionné? Mme Saint-Onge? Je pense que j'ajouterais à ça que le fait qu'on soit en situation minoritaire, ça amène des enjeux qui sont communs aux francophones. Donc, le fait d'offrir un réseau de soutien, le fait de pouvoir partager cette situation-là qui est propre à une situation minoritaire, parfois, ça l'aide à trouver des solutions, mais aussi à uniformiser la perspective. Puis aussi qu'on est isolé géographiquement, souvent, donc dans des petites communautés. Donc, le fait en tout cas pour notre part, organisme provincial, ça nous permet d'ouvrir ce réseau-là à pas juste la petite communauté, mais à l'ensemble de la province pour ceux qui s'intéressent à un sujet commun, par exemple. Donc, ça l'aide à moins se sentir seul et isolé. Excellent. Vous avez consulté plusieurs parties prenantes, autant de l'externe, des partenaires que des gens, des employeurs, que le personnel éducateur. À la fin de vos consultations vers l'accompagnement, le développement de formation, là, quel est le mot qui revient là, toujours en disant, c'est-tu un wow, c'est-tu, hey, on a vraiment besoin de ça, ça va aider. Quel est le mot magique, le mot-clé là, commun qui revient de vos consultations? Madame Saint-Onge? Je dirais, on en veut plus. Je On en pense veut que plus. c'est l'accompagnement continu, le fait qu'on peut continuer à apprendre puis être accompagné, c'est ce qui revient souvent. Tu sais, le temps que la relation se crée, une fois qu'elle est créée, là, ça va mieux. Mais c'est tout le processus initial de créer la relation de confiance qui prend un peu de temps. Puis une fois que ça c'est fait, ben, on en redemande. Mais ça, c'est un bon signe quand les gens en redemandent. Bravo, Madame Lheureux, votre micro est ouvert. Oui, Qu'est-ce que vous direz comme conclusion? moi, je dirais comme moi, ce que nous on a entendu, c'est comme je pense que les gens sont prêts pour du nouveau, comme je pense qu'on est prêts pour des nouvelles choses. Nous, on a beaucoup de gestionnaires qui travaillent dans le domaine depuis plusieurs années, puis sont prêts pour des nouveaux défis, sont prêts pour des nouveautés dans le secteur. Excellent. Ben merci, c'est le fun d'entendre ces éléments-là. C'est encourageant. C'est un beau projet, une belle initiative portée par la CUFC pour vous tous. Donc, bravo d'avoir mené tous ces projets-là qui vont vraiment être bénéfiques à l'ensemble du secteur de la petite enfance. Ceci met fin à notre deuxième séance virtuelle de l'événement Plein feu sur les projets. Un grand merci encore une fois à nos invités pour votre participation. Ce fut fort agréable de découvrir vos initiatives. Nous aurons maintenant une pause de 20 minutes avant notre dernière séance de la journée qui s'intitule Plein feu sur la formation comme démarche de réconciliation au territoire du Nord-Ouest et au Manitoba, qui débutera à 15h15. Ou 15h, je crois, 15h15. Oui, 15h15, c'est ça exactement. Vous souhaitez découvrir les prochaines initiatives? C'est facile. Vous pouvez vous connecter directement au même lien Zoom que celui-ci pour la dernière séance ou pour les journées du 6 et du 13 décembre prochain. À noter que toutes les séances sont enregistrées et seront aussi disponibles dans les prochains jours suivant la séance sur la page web Plein feu sur les projets qui est indiqué dans la boîte de clavardage sous peu ici. Donc, merci d'avoir été parmi nous et on se retrouve à nouveau dans quelques minutes avec le même lien. À tout de suite!